Pour commencer, je vais me représenter. Donc, alors, je suis Jérémy Ferrer, je suis donc directeur commercial chez BME Consulting. Chez BME Consulting, nous avons plusieurs activités. On accompagne les entreprises dans la digitalisation de leurs achats. On est également éditeur de logiciels, donc on propose la solution Sourcing Force et on propose également des missions d'externalisation et de conseil pour les achats. D'ailleurs, suite à cette crise, donc de nombreux clients nous ont demandé de sourcer et de leur trouver des masques ou d'autres matériels de protection médicale. Ce qu'aujourd'hui on a fait donc avec nos partenaires en Chine avec lesquels on travaille depuis, quelques années. Donc on a la possibilité de vous proposer des masques FFP2, 3 plis, des gants, des blouses ou autres matériels de protection. Donc si nécessaire, ça ne fera pas du tout partie de l'objet de ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers moi ultérieurement et on pourra en discuter, on pourra vous aider dans le sourcing de ces produits-là. Aujourd'hui, donc, on propose la solution Sourcing Force, qui est une solution source to pay. On y reviendra parce que le télétravail des achats sans solution digitalisée, cloud dédiée aux achats, ça serait dommage. On arrivera sur la fin de ce webinaire sur les solutions e-procurement. L'agenda, comment va dérouler ce sujet du télétravail? Donc, dans un premier temps, je reviendrai sur ce qu'est le télétravail. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent toujours pas, mais j'imagine qu'ils sont très, très rares et que la majorité d'entre vous sont aujourd'hui en train de m'écouter de chez eux, dans un environnement parfois compliqué, avec beaucoup d'incertitudes et de questions sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils doivent organiser leur journée et surtout comment, en tant qu'acheteurs, ils doivent mettre des processus en place pour optimiser leur performance et leur productivité malgré la situation. Donc, on commencera par le télétravail. On abordera rapidement le cadre légal. Nous ne sommes pas une société spécialisée dans le juridique. Donc, si vous avez des questions beaucoup plus poussées, je vous invite à faire des recherches. Mais en tout cas, on abordera des concepts généraux. Ensuite, sur la troisième partie, l'organisation de votre emploi du temps, de vos équipes pour être donc le plus performant possible et continuer à pouvoir travailler le plus normalement qu'il est possible de faire. Ensuite, on attaquera donc la partie outils. Il y a de nombreux outils qui permettent de travailler de cette manière-là qui nous est imposée. Et en dernier, la partie e-procurement, donc les outils qui sont vraiment dédiés au métier d'acheteur. Si tout au long de ce webinaire, vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, vous les écrivez dans le chat. À la fin, je les ouvrirai, j'y reviendrai et je prendrai le temps d'y répondre sur chacune d'elles. Donc, premièrement, qu'est-ce que le télétravail? Donc, le télétravail, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais clairement, il est en train de basculer dans quelque chose de plus en plus habituel, ou en tout cas que chaque personne ou chaque travailleur va être amené à connaître. Le télétravail, la première fois qu'on en a entendu parler, ça remonte quand même aux années 1950 donc dans des journaux américains qui ont déjà, suite à la mise en place du fax, abordé ce sujet de télétravail. Et puis, suite à ça, on a eu plusieurs révolutions technologiques qui ont amené cette évolution. Donc, la première, c'est bien sûr l'émergence de l'ordinateur personnel. Derrière, Internet, puis le développement de tous ces sites Internet et l'accès au réseau de plus en plus facile. Et très récemment, en 2017, un cadre législatif très favorable au télétravail, et on reviendra dessus. Maintenant, on est confronté à une situation assez particulière où si le télétravail était une liberté, une volonté du travailleur, il s'impose à nous et donc il entraîne parfois des contraintes que nous n'avions pas prévues. Toutes les entreprises, toutes les équipes ne sont pas organisées et préparées au télétravail. Aujourd'hui, qui sont les personnes qui sont un peu expérimentées sur le télétravail? Donc, c'est principalement des cadres supérieurs de grandes sociétés. Donc, des sociétés qui ont la possibilité, par leur métier, par leurs moyens, de mettre en place des outils digitaux accessibles à l'ensemble de leurs salariés. Et qu'est-ce qui les motive surtout donc pour ces entreprises? C'est la fidélisation de leurs équipes, la responsabilisation, mais surtout aussi des gains financiers puisque le télétravail permet d'éviter des déplacements, de limiter les ressources nécessaires en espace de bureau et donc des gains immédiats. Aujourd'hui, pour le télétravailleur, les avantages principaux détectés, c'est surtout le temps de trajet. On passe en général facilement une demi-heure pour les plus chanceux d'entre nous par jour en déplacement. Donc, c'est une énorme quantité de temps qui peut être sauvée en s'organisant en télétravail lorsque c'est possible. Et bien sûr, derrière, il y a cet équilibre vie privée, vie professionnelle grâce à l'organisation et la planification de son emploi du temps qui, une fois qu'on maîtrise cet environnement de télétravail et qu'on a tous les outils nécessaires, peuvent être clairement bénéfiques pour la productivité.
Donc, les avantages du télétravail, c'est moins de stress pour le travailleur, puisqu'il peut aménager son emploi du temps, un vrai sentiment de liberté qui va parfois réaffirmer ou renforcer son attachement à sa société. Un environnement d'autonomie et de productivité, donc on a des managements beaucoup plus délégatifs, beaucoup plus tournés sur le résultat et beaucoup moins sur le temps de travail, ce qui a un vrai impact de productivité. D'ailleurs, les dernières études montrent pour bien sûr les travailleurs préparés, ce qui n'est pas forcément le cas de l'ensemble d'entre nous, on arrive à des degrés et des niveaux de productivité bien supérieurs en télétravail. De l'autre côté, par contre, on a des inconvénients. C'est sur ces inconvénients qu'on va essayer de travailler, de voir ce que l'on peut mettre en place pour y répondre. Donc, on a bien sûr l'isolement de la personne. Donc, ce n'est pas uniquement un isolement social, mais c'est un isolement vis-à-vis du reste de ses équipes qui aura du mal donc à aller chercher de l'information, à communiquer de l'information. On va donc avoir une grosse réduction du nombre d'interactions, ce qui peut entraîner une perte d'intérêt pour le travailleur qui va faire chuter son investissement s'il est mal accompagné et donc derrière faire chuter sa productivité et les gains pour l'entreprise. On a aussi une vraie problématique du côté du manager. Aujourd'hui, le manager, il a du mal, quand il n'est pas habitué à fonctionner en télétravail, à superviser, à motiver ses équipes, à garder une cohésion d'équipe. Donc, il va lui-même devoir mettre en place et préparer un suivi assez particulier dans cet environnement de télétravail. Mais aujourd'hui, encore une fois, on arrive à montrer que lorsque l'environnement est adéquat, lorsque les 2 parties sont motivées par le projet, le télétravail peut être une vraie source de gain pour l'ensemble des personnes qui sont dans cet environnement. Le cadre légal, donc rapidement sur ce cadre légal, on a passé une loi en 2017, donc mise en place par Macron, qui a inversé, on va dire, la source de volonté du télétravail. Avant, c'était plutôt l'employeur qui demandait au télétravailleur, donc à son employé, de faire du télétravail. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est le travailleur qui peut, quand il le veut, télétravailler et c'est à l'employeur, s'il le refuse, de justifier son refus. Donc voici surtout le changement principal ces dernières années du télétravail. C'est vraiment libre au télétravailleur donc de choisir ce qu'il a envie de faire. Qu'est-ce que le télétravail pour ceux qui cherchent encore la définition? C'est uniquement le fait de réaliser une tâche ou une mission que vous auriez pu faire au bureau, mais la réaliser à l'extérieur. Donc ça peut être du télétravail chez vous, ça peut être du télétravail dans votre résidence secondaire si vous en avez une, ou ça peut être également sur des espaces de coworking. Attention, les informations que je vais partager dans ce cadre légal, elles s'appliquent malheureusement pas forcément dans ce cadre du Covid-19, puisqu'on est dans une situation d'urgence où les environnements changent régulièrement. Il y a même des interrogations, il y a de nombreuses règles qui seront compliquées à appliquer pour la plupart des entreprises. Et donc, il y aura sûrement des dérogations, un peu plus de sympathie, on va dire, du législateur sur l'application de ces règles-là. Donc, comme je vous disais, la règle principale, je ne vais pas venir sur l'ensemble de ces règles, mais vous pouvez la retrouver dans le téléchargement de notre support. L'événement principal, donc, c'est que le travailleur peut choisir quand il veut faire du télétravail, sinon c'est à l'employeur de justifier sa raison du refus. La deuxième chose, c'est attention, un télétravailleur doit être dans un environnement aussi sécuritaire que celui de son travail. Donc, l'entreprise est responsable de son environnement en termes de sécurité physique, mais également de sécurité informatique et de tout l'environnement et des moyens qu'il a à ses dispositions pour réaliser au mieux son travail. La question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que mon employeur peut payer mon abonnement Internet? La plupart d'entre vous aimeraient bien sûr que ça arrive. Donc oui, c'est possible en cas d'accord. Par contre, non, ce n'est pas obligatoire pour votre employeur. Je vous laisserai donc revenir sur ce slide et lire l'ensemble des règles qui s'appliquent aujourd'hui sur le télétravail et qui peuvent être importantes dans cette période. Comment s'organiser? Donc, la plupart d'entre vous ont rarement fait du télétravail, donc c'est quelque chose de nouveau. Les règles d'organisation ne sont pas révolutionnaires, mais elles sont encore une fois quelque chose qui vous reste à découvrir et que vous allez petit à petit adopter. Donc, première chose pour l'organisation, il y a bien sûr une organisation du travailleur et une organisation de l'entreprise. Comme je disais un peu plus tôt sur le cadre légal, le travailleur doit exercer son métier dans un cadre sécurisé, avec des données qui sont également sécurisées et avec le matériel nécessaire pour réaliser correctement ses tâches. Donc, il est important pour vous en tant que responsable de préparer des supports de communication
qui vont organiser la vie de votre salarié et qui vont lui expliquer comment, des choses très simples, mais qu'il est nécessaire de faire pour vous protéger, vous, en tant qu'entreprise, c'est-à-dire de lui partager des méthodes de travail, comment organiser son bureau, comment, des choses qui paraissent bêtes, hein, mais comment accéder à l'ensemble des applications, brancher si possible son ordinateur directement sur sa box pour ne pas avoir des pertes de Wi-Fi, avoir des numéros directs auprès de la sécurité informatique s'il devait être bloqué dans l'utilisation ou dans l'accès à ses emails, par exemple. Donc tout ça, c'est un communiqué que vous devez faire avec les bons contacts, les règles à appliquer et l'organisation, bien sûr, projet que vous avez en cours. La première chose à faire, personnellement, c'est s'organiser quand c'est possible un espace de travail où on va pouvoir rester toute la journée dans des conditions professionnelles. La règle numéro 1 du télétravail, c'est réussir à séparer le travail et la vie privée. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué, surtout initialement. Donc il va falloir commencer par cet environnement de travail, donc avoir l'ensemble de votre matériel à portée de main et un endroit calme, si possible, où vous allez pouvoir passer la journée. La deuxième chose, c'est vraiment de s'organiser un planning. Contrairement au bureau où vous êtes rythmé par les sollicitations extérieures et que vous êtes surveillé ou que vous-même vous surveillez d'autres personnes qui font leur travail, là, vous êtes beaucoup plus libre et la productivité d'une personne nécessite également donc des temps de pause. Donc, il est très important d'organiser son planning de travail, de se laisser des pauses et d'essayer d'avoir un rythme standard de travail qui va donc vous permettre de réaliser au mieux les différentes tâches qui vous sont affectées. Organiser la communication, donc là, c'est surtout au niveau de l'entreprise et au manager de mettre à disposition des outils. Donc, il va falloir mettre différents types d'outils selon les échanges dont on va devoir avoir besoin au sein des équipes. On a par exemple des outils de besoins différents, on y reviendra si on doit échanger des fichiers, planifier un projet, livrer un client ou faire des réunions internes. Fixer des objectifs réalistes et accompagner les salariés. Donc, en effet, on vient de rentrer en télétravail. Certains sont plus habitués que d'autres à cet environnement. Il n'est pas nécessaire, il est même contre-productif de tout de suite d'attendre, d'avoir des attentes très élevées au niveau de ses salariés. Il faut mieux passer au début du temps à les accompagner, à les pousser à mettre en place des process, à vérifier que tous les outils que vous leur avez mis à disposition sont adoptés et pris en main. Donc, la première partie de cette mise en télétravail, ça va être surtout un rôle d'accompagnement de votre part. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez revenir sur des objectifs plus standards de résultats et avec des moyens de partager ces résultats et surtout mettre en place des missions et des résultats intermédiaires pour pouvoir surveiller le travail donc, de vos équipes. Et la deuxième partie, ce n'est pas forcément la plus simple à mettre en place, contrairement à ce qu'on pense, c'est de conserver et d'entretenir un lien social dans les équipes. Et là, je ne parle pas uniquement de travail. Il est important pour maintenir une culture d'entreprise, un esprit d'équipe, de réussir à garder une sorte de fraternité, des objectifs qui nous paraissent communs. Et pour ça, il va falloir mettre en place de la communication, parfois informelle. Donc, il ne faut ne pas hésiter à mettre en place des outils qui permettent de faire des visioconférences. Il faut que vous, en tant que manager, vous n'hésitiez pas à pousser vos équipes à communiquer entre elles, vous-même à prendre des nouvelles de chacune des personnes de vos équipes, pas uniquement pour savoir s'ils ont rendu le dernier projet Moulinex, pour reprendre donc l'émission de BFM Business qui passe tous les matins, mais également pour savoir comment s'est passée la journée, comment s'organise cette journée, est-ce qu'ils ont tout le matériel nécessaire à la bonne réalisation de leurs tâches et vraiment favoriser le maximum la communication, un peu comme vous pourriez le faire autour d'une machine à café dans votre environnement de bureau habituel. Donc surtout, faites attention, ne laissez personne de côté. Chacune des personnes, même si elle a des projets plus ou moins importants, vous avez besoin que dans 2 mois, elle revienne avec autant de motivation et autant d'esprit d'équipe. Alors, les outils disponibles, alors là, c'est vraiment une phase très importante du télétravail. D'ailleurs, dans la partie définition du télétravail, je ne suis pas allé jusqu'au bout, il y a l'utilisation des NTIC, donc des nouveaux moyens de communication. Qui dit moyens de communication, donc mobile, ordinateur, Internet, mais bien sûr toutes les applications et les logiciels qui vont être utilisés pour le favoriser. Donc la sélection des outils, c'est très important. Premièrement, parce qu'on va aller chercher des fonctionnalités qui sont propres à notre organisation. Deuxièmement, on va vérifier qu'elles sont accessibles d'un environnement de télétravail. Donc,
exit les anciennes méthodes, les anciens outils que vous avez déjà installés dans vos organisations, mais qui sont accessibles uniquement d'un intranet ou installés sur des bureaux qui sont restés aujourd'hui dans des salles vides. On va mettre en place des solutions cloud, donc c'est-à-dire hébergées dans les nuages, sur des serveurs accessibles depuis n'importe quel navigateur Internet, depuis n'importe où. Et on va essayer de faire que ces outils soient simples d'utilisation, accessibles et répondent aux besoins. Et d'ailleurs, pour revenir sur la solution Sourcing Force, donc on y reviendra, qui est notre outil d'e-procurement, on a fait un petit sondage il n'y a pas longtemps, on a fait des business cases, et en interrogeant donc un de nos clients EIMI, chez qui on a fini le déploiement il y a quelques mois, on lui demandait quel était le principal bénéfice d'une solution e-procurement. Et en dehors de la productivité, qui n'a pas été le premier gain cité, ça a été vraiment la mobilité. C'est la possibilité de suivre les commandes, de suivre les actions de ses collaborateurs en temps réel, de n'importe où, et de pouvoir interagir avec eux avec un bon niveau d'information. Alors aujourd'hui, il existe des milliers d'outils sur Internet, hein. Je ne vais pas tous vous les citer, loin de là, je vais citer les plus connus, ceux qui sont utilisés par un maximum d'entreprises et surtout ceux que moi je connais, que j'utilise au quotidien. Donc, si vous avez vous-même des outils, n'hésitez pas à les partager, surtout si vous avez des bonnes expériences avec ces outils. Vous pourrez en discuter, échanger. Ils pourront peut-être profiter à d'autres personnes qui sont aujourd'hui à la recherche de solutions. Bien sûr, l'utilisation de ces outils, ça passe en premier lieu par un bon ordinateur et une connexion Internet. Donc, le mieux pour mettre en place un environnement de télétravail, c'est de s'assurer qu'on est dans un lieu qui permette cette connexion, cet accès. Alors, les outils, je les ai regroupés en 5 groupes, même si là, on n'en voit que 4. Donc, les premiers, c'est les outils de gestion de projet, plutôt les outils de gestion de tâches quotidiennes. Donc, c'est tous ceux qui vont vous permettre de vous organiser, vous et vos équipes, à la fin de réaliser un objectif commun et de décomposer cet objectif en différentes sous-tâches, lier ces tâches à des documents, à des interrogations, à des to-do list. Et donc, l'outil le plus utilisé, je pense, ou l'un des plus utilisés, le plus connu, c'est Trello. Donc, c'est un super outil Internet avec lequel vous allez pouvoir donc mettre en place des tableaux de bord et créer ensuite des tickets sur ces différents tableaux de bord et pouvoir suivre tout le processus de transformation ou de réalisation du projet. Donc, on a des autres outils ensuite comme TickTick, comme Wonderlist, qui est beaucoup plus simple, qui est plutôt un outil de to-do list, justement. Redmine, très utilisé par les outils, par les équipes IT. Monday, un outil qui est de plus en plus mis en avant. Et Asana, donc développé par un ancien de Microsoft. Donc, une fois qu'on a organisé nos projets, qu'on a centralisé l'information mise à disposition de l'ensemble de nos équipes, on va devoir quand même communiquer au quotidien, plutôt donc de pair à pair, très rapidement. Donc là, on va mettre en place différents outils, les plus connus, Microsoft Teams, Skype et Slack. Alors nous, chez BME, on utilise surtout Skype. Donc ça nous permet très rapidement de passer un appel du téléphone, de l'ordinateur, de lancer une visioconférence, de travailler en groupe ou à deux, d'écrire des messages. Mais un autre outil qui est en train de prendre un peu son envol, dont on entend de plus en plus parler, c'est la plateforme Slack. Alors, le gros avantage de Slack, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de pouvoir scinder nos conversations en projets. On va pouvoir créer autant de conversations que l'on veut, inviter les bonnes personnes dans ces conversations et donc suivre, vraiment scinder les conversations, les dossiers, les documents qu'on va pouvoir partager avec nos équipes selon l'objectif qui est à réaliser. Ça, c'est des outils qui sont très utiles pour converser, mais sur des environnements ou sur des nombres d'équipes qui sont assez restreintes. Ensuite, il faut des outils de vidéoconférence. Donc, c'est un peu le genre d'outil que je vous présente aujourd'hui. Le télétravail va vous obliger à organiser des vidéoconférences à beaucoup plus de monde que vous avez l'habitude de l'utiliser en règle générale. Donc, toutes les réunions que vous avez l'habitude de faire, vous allez les passer par ces outils. Alors là, vous avez vu, nous, on a utilisé l'outil Zoom. Donc, c'est un outil assez simple qui est dans sa version gratuite très intéressant puisqu'il permet de lancer des conférences avec une cinquantaine de personnes et ça pendant maximum 1 heure sur sa version gratuite et ensuite sur un temps limité dans sa version payante. On peut enregistrer les vidéos, activer ou désactiver les micros. Il est assez facile de partager donc des informations. On a l'outil Webex, beaucoup plus cher, qui est le leader du marché, que certains d'entre vous connaissent, et d'autres solutions comme Whereby, qui sont beaucoup plus simples et complètement gratuites et qui peuvent être lancées sans même avoir un compte.
Et derrière, donc, on a des outils également de partage d'informations. On a une grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, énormément de documents sont partagés sur des intranets. Aujourd'hui, vous êtes chez vous, les dossiers, les informations, vos historiques de données qui vous permettent de gérer des tableaux de bord, des KPI, de prendre des décisions, elles ne sont plus forcément accessibles. Donc, on va pouvoir mettre pour ça des outils communs, pareil, dans le cloud, de gestion de ces informations et de partage de ces informations. Donc, on a certains qui permettent uniquement de transférer de la donnée. Donc, on pense par exemple à WeTransfer, et certains qui vont permettre de stocker de la donnée partagée, donc comme Dropbox, OneDrive ou Google Drive. Il est également possible de mettre en place des environnements complètement cloud, c'est-à-dire vous allez installer des bureaux à distance où la gestion de l'ensemble de cet environnement est souvent confiée à un prestataire externe qui va à la fois donc gérer vos adresses email à distance, l'ensemble donc de la synchronisation de ces documents. Donc, ce qui est le cas, par exemple, chez nous pour BME, ce qui nous permet à tout moment, même en cas de changement d'ordinateur, de rouvrir uniquement le lien qui me ramène vers le bureau à distance pour avoir l'ensemble des informations de mes documents, de mes échanges et d'autres logiciels internes à mon entreprise. Et il va nous manquer un type d'outils. C'est les outils vraiment liés aux achats. C'est bien beau de vous pouvoir échanger des documents, pouvoir chatter avec la comptabilité, mais le plus important, c'est que vous avez au quotidien besoin de suivre vos contrats, de suivre vos commandes, de savoir où elles en sont, de communiquer avec vos fournisseurs qui, eux, n'ont pas forcément Skype ou le même outil que vous. Et pour ça, on va pouvoir centraliser et mettre à disposition différents outils spécialisés dans les achats. Alors, en ces périodes de télétravail, quels sont les objectifs de la mise en place d'un outil d'e-procurement? Les objectifs sont très nombreux. J'aurais pu en passer des slides et faire un webinaire entièrement sur cet aspect gain des outils procurement. Mais je vais venir donc sur les objectifs liés au télétravail. Donc la première chose, en cette période assez compliquée, mouvante, où on a des gros risques financiers, où on a besoin de produits, où on n'a pas le temps de sourcer correctement des fournisseurs, on va avoir un objectif de pouvoir cartographier des fournisseurs et gérer le risque interne. On va également avoir un objectif de donner un accès et la possibilité de commander à l'ensemble de nos collaborateurs et ça de manière la plus simple possible. On va essayer de centraliser, partager l'information de la plateforme et on va essayer d'avoir des informations nécessaires à la génération, à la création d'outils de pilotage et d'indicateurs de performance. On va aussi essayer donc de cadrer et simplifier l'ensemble de ce flux d'informations qui, dans le cadre de télétravail, peut être parfois assez complexe. Et on a aussi des objectifs externes, donc qui sont bien sûr de maintenir l'approvisionnement et la relation avec les fournisseurs, donc de pouvoir continuer à leur passer des commandes de manière tout à fait normale et de pouvoir continuer à échanger avec eux. Donc échanger avec eux, c'est encore une fois, ce n'est pas uniquement de l'appel, c'est récupérer des documents, être informé de changements d'organigramme, par exemple chez eux, de risques financiers qui peuvent arriver. Donc ça va être pouvoir centraliser l'information à travers la connexion sur des plateformes telles que CreditSafe, pouvoir faciliter et simplifier la mise à jour des contacts fournisseurs, mais surtout partager facilement l'ensemble de ces données avec les équipes. Donc, de communiquer chaque jour en interne et auprès des fournisseurs une série d'informations. Et bien sûr, pouvoir renseigner le plus simplement possible dans votre SRM toutes ces informations et échanger en temps réel avec le fournisseur sur, par exemple, des informations telles que le stock disponible chez ces fournisseurs-là, sachant que vous avez un gros risque aujourd'hui de rupture d'approvisionnement et vous avez pas mal de ce que nous, on a comme retour de nos interlocuteurs. Le plus gros problème pour maintenir aujourd'hui les usines ouvertes, ce n'est pas uniquement de pouvoir proposer un environnement favorable à vos équipes, c'est également de savoir quels sont les fournisseurs qui sont encore actifs ou non et quels sont les produits sur lesquels ils sont capables de vous fournir ou non, malgré l'environnement de crise. Donc tout ça, ces outils e-procurement, mais surtout ces outils procurement web, vont vous permettre de travailler de manière totalement normale, pouvoir continuer votre activité sans interférence et en profitant de l'ensemble de ces fonctionnalités. Aujourd'hui, je suis sûr que vous avez des ERP qui vont vous permettre de passer des commandes, sauf que certains d'entre vous, ces ERP sont uniquement accessibles à l'intérieur des enceintes de vos usines, de vos bureaux ou de certains lieux. Et les environnements e-procurement vont vous permettre d'éviter ces problèmes.
Ces outils d'e-procurement, ils ont un objectif, c'est de vous continuer à exercer votre métier d'acheteur. Donc, je vais revenir sur les 10 étapes d'une stratégie achat. On a réalisé un webinaire complet sur ce sujet-là, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Les différentes phases d'une stratégie achat, ça commence bien sûr pour la connaissance de ses dépenses. Qui dit achat dit dépenses, donc on doit savoir auprès de qui on achète. Est-ce qu'on peut regrouper ces dépenses sur des familles d'achat? Donc comment on construit ces familles d'achat? Et combien on a de fournisseurs par famille d'achat pour ensuite pouvoir mettre en place des stratégies? On va également essayer d'évaluer la maturité de notre organisation. Quelles sont la flexibilité qu'on peut avoir au sein des équipes? À quelle phase d'achat? Donc, quelles sont mes problématiques achat? Est-ce que je vais plutôt travailler sur du coût, sur de l'approvisionnement ou plutôt sur du gain de productivité? Je vais être obligé de mettre en place des outils qui me permettent de définir et surtout de détecter des opportunités. Et une fois qu'on a détecté ces opportunités, qu'on les a listées, priorisées, mettre en face des projets. Une fois qu'on a détecté ces priorités et mis en place des projets, on va devoir adapter son organisation. Donc là, pareil, qui dit adaptabilité de son organisation, dit des moyens et des outils flexibles ou encore une fois agiles. On va aussi mettre en place des outils d'évaluation de performance. Donc ça peut être des outils d'évaluation de performance de ses fournisseurs, mais pas que, c'est des outils d'évaluation de performance également de ses équipes internes. Ce n'est pas uniquement de savoir si vous avez acheté moins ou mieux, mais savoir quelles sont les compétences qu'il y a parmi vos équipes pour vous, en tant que manager, optimiser au mieux l'affectation des tâches sur cette personne ou choisir les meilleurs moyens de motivation pour pousser au maximum la productivité de vos équipes. On va mettre en place des stratégies de fournisseurs. Donc ça, pour ça, ça demande de connaître ses fournisseurs. On va essayer de gérer des risques. Donc, comme je disais, c'est des risques d'approvisionnement, mais pas que. Ça peut être des risques d'image, ça peut être des risques juridiques. La responsabilité sociale, on a aujourd'hui une demande forte en interne, donc c'est à la fois pour recruter les meilleurs talents et également pour vendre auprès de ses clients, l'obligation de mettre des règles de responsabilité sociale et environnementale souvent. Et donc derrière, mettre en place des outils qui vont permettre de gérer tout ça et on en revient donc sur nos outils d'e-procurement qui sont le cœur du sujet d'aujourd'hui. Une fois qu'on a toutes ces informations, qu'on connaît nos équipes, qu'on connaît nos objectifs, qu'on a mis en place une stratégie en adéquation avec la stratégie de l'entreprise, qu'on sait qui sont nos collaborateurs, comment les motiver, comment les former, les faire monter en compétences, on va mettre en place des outils de KPI et de reporting, des indicateurs de performance et de reporting pour pouvoir piloter ça de la manière la plus précise possible et de pouvoir déployer donc cette stratégie. Donc pour ça, il y a des outils qui existent. On appelle ces outils d'e-procurement ou d'e-achat pour donc le digitalisation des achats, les outils source to pay, donc qui vont du sourcing de ses fournisseurs jusqu'au paiement de la facture. On a ensuite deux grands groupes donc, qui vont décomposer ces outils de source to pay parce qu'on a des outils qui vont gérer de bout en bout ce besoin-là, donc de la mise en place de la stratégie, de la détection d'opportunités jusqu'au paiement des fournisseurs. Et on a des éditeurs qui vont scinder ces différents modules et se spécialiser sur ces modules. Donc, on a des éditeurs qui vont vraiment prendre que la partie source to contract, qui reviendra, et d'autres qui vont prendre la partie procure to pay, donc de la gestion du devis ou du catalogue jusqu'au paiement, et pour l'autre du sourcing du fournisseur jusqu'à la signature du contrat. Et on a même d'autres éditeurs qui vont spécialiser leurs outils sur une fonctionnalité clé du processus achat. Donc, ça peut être uniquement sur le référencement de fournisseurs, uniquement sur les appels d'offres en ligne, uniquement sur le suivi de vos contrats, uniquement sur la gestion du catalogue, etc. Donc, on va pouvoir décomposer aussi ce que nous, on appelle donc les modules d'aide à la décision, qui vont permettre, vous, au quotidien, de piloter votre activité d'achat et de savoir où vous en êtes dans les relations fournisseurs et dans vos relations internes, et les outils transactionnels qui ont pour but de passer des commandes auprès de ces fournisseurs. On va avoir des problématiques qui sont bien sûr totalement différentes, d'où le fait qu'on ait parfois des éditeurs, des acteurs du marché qui soient très différents. Aujourd'hui, les éditeurs décomposent donc ces solutions pour répondre à son besoin fonctionnel en modules. On a différents modules. Donc, on a les modules de SRM. Donc, c'est des outils digitaux qui vont permettre de gérer les données de vos fournisseurs, de mettre en place des plans de progrès, d'évaluer la performance de ces fournisseurs et bien sûr d'automatiser au maximum la collecte des informations et des documents. Donc, ça va nécessiter, par exemple, un accès
direct du fournisseur sur la plateforme pour que lui-même soit alerté automatiquement par email de la mise à jour, enfin, surtout de la nécessité de mettre à jour ces informations. Il va pouvoir se connecter sur l'outil Sourcing Force et mettre à jour lui-même ces informations et vous les rendre disponibles. On va également, grâce à ce qu'on appelle des web services, connecter Sourcing Force à des outils externes ou des sites web externes pour automatiser la collecte de ces informations et ensuite on va consolider et vous restituer ces informations organisées selon vos besoins. C'est également des accès en interne dédiés selon les rôles de vos collaborateurs pour que chacun ait un environnement qui lui soit propre avec les bonnes informations qui lui sont utiles dans son métier et surtout avec la possibilité d'éditer ou non les informations si ça le concerne. Derrière, on a des outils qui permettent de réaliser des appels d'offres en ligne. Donc là, pareil, vous êtes en télétravail, l'avantage d'un outil d'appel d'offres en ligne, c'est que vous allez centraliser tous les cahiers des charges dans un seul outil, tous les documents dans un outil, et certaines personnes vont gérer l'organisation de l'appel d'offres. Donc dire quels sont les collaborateurs qui vont participer, quel rôle ils ont dans cette participation, quel va être le planning de l'appel d'offres, donc RFI, RFQ, RFP. Est-ce qu'on va par exemple mettre des enchères inversées ou non? Et comment on va automatiser la comparaison de ces offres et comment on va faire travailler les équipes à la fois internes mais à la fois les équipes du fournisseur sur la négociation des offres qui ont été transmises. Donc tout ça se passe en ligne avec un accès web. On va pouvoir être alerté et gérer le cycle de vie du contrat. Vous avez aujourd'hui des contrats, on va les déposer en ligne. Vous allez déterminer des dates de fin, des dates de préavis, des dates de renouvellement, des niveaux d'alerte et vous allez être alerté automatiquement quand un contrat arrive sur la fin de vie. On va digitaliser complètement le processus d'approvisionnement. Donc, j'y reviendrai un peu plus par la suite de ce webinaire. On va mettre en place des places de marché digitalisées. Donc là, le but, c'est d'avoir un environnement de type Amazon, mais interne à votre entreprise, où vos collaborateurs très facilement rentrent dans un outil interne et accèdent à l'ensemble des offres de vos fournisseurs, des prix négociés, que ce soit du service ou du produit, puisqu'aujourd'hui, on est capable de se connecter aussi bien à un catalogue tel que Radiosphere qu'un catalogue par exemple, de gestion de flotte automobile. Et derrière, on va mettre en place des outils d'analyse et de stratégie. Donc, le but, c'est de récupérer l'ensemble de ces informations, de classer ses dépenses, de pouvoir analyser ses dépenses, donc savoir combien vous dépensez par fournisseur, par famille d'achat, donc avec une notion de segmentation et de sous-segmentation achat, d'évaluer la performance de ses fournisseurs, de classer ses achats et ensuite, grâce à tout ça, de mettre en place une stratégie qui va être déployée. Donc l'objectif du SRM, c'est vraiment de centraliser et de connaître vos fournisseurs. Donc on va déterminer avec vous quelles sont les informations dont vous avez besoin par typologie de collaborateurs. Donc le service comptabilité, le service achat, le service juridique ou un de vos clients internes qui n'a rien à voir, qui est par exemple à la production, vous allez avoir besoin d'avoir des informations sur ces fournisseurs, mais ça va être complètement différent. Donc, on va déjà déterminer les besoins qui sont liés à votre activité, à votre entreprise, et ensuite, on va restreindre la vision de ces informations selon vos collaborateurs. Ce qui va vous permettre, une fois que vous avez collecté l'ensemble de ces informations, comme j'ai déjà dit, auprès du fournisseur, sur des bases externes, sur des outils qui sont parfois gratuits ou sur des outils payants. Donc, on va par exemple aller, si vous avez des outils tels que Provigis pour collecter les documents légaux ou e-attestation, aller s'interfacer avec ces outils-là pour remonter la conformité de ces fournisseurs-là, aller chercher des informations de ranking financier sur CreditSafe pour que vous soyez automatiquement alerté du risque de ce fournisseur. Une fois que vous allez collecter toutes ces informations, on va vous mettre des moteurs de recherche sur ces fournisseurs. Donc, on va classer vos fournisseurs selon si sont panel, non panel, en cours d'intégration, stratégique, peu stratégique. Donc, ça, c'est votre organisation à vous qu'on intègre sur notre outil. On va vous mettre la possibilité de gérer vos fournisseurs et de les rechercher par famille d'achat, mais également par mots-clés. Vous avez un fournisseur de porte, de bois ou de métal. En mettant le mot-clé métal, une fois que vous êtes sur du mobilier ou sur de la construction, retrouvez facilement les fournisseurs qui sont capables de le proposer et vous irez dans la fiche fournisseur pour avoir les détails. Et derrière, on va avoir des outils collaboratifs qui vont laisser libre vos collaborateurs, bien sûr avec un encadrement, d'évaluer et de commenter la performance de vos fournisseurs pour que vous puissiez, vous, derrière, pouvoir détecter les problématiques le plus en amont possible et d'avoir des indicateurs qui sont un peu plus subjectifs et pas uniquement objectifs, donc qui ne sont pas uniquement des indicateurs de
de respect de la qualité ou du délai, mais également des indicateurs relationnels de niveau de service. Une fois qu'on a tous ces fournisseurs qui sont classés, rangés dans l'outil tel que SourcingForce, on va mettre des outils qui permettent de faciliter la prise de commande ou plutôt la passation de commande chez ces fournisseurs. Donc, on va déjà créer un environnement de type place de marché. Donc, on va mettre en place différents types de catalogues. Donc, on a accès à des catalogues punch-out ou hébergés. Donc, c'est-à-dire le punch-out, c'est qu'on crée une passerelle entre la plateforme e-commerce qui est souvent web, donc de votre fournisseur. Vous allez par exemple aller chez Farnell, faire votre course dans la plateforme Farnell et rapatrier les paniers dans SourcingForce. Vous allez également pouvoir faire des demandes de devis. Donc, vous allez émettre vos besoins vers un fournisseur qui va renseigner des informations qui vont ensuite être rapatriées dans SourcingForce. Et vous pouvez également saisir librement des informations d'un devis qui vous a été envoyé par email. Une fois que vous avez renseigné toutes ces informations dans la plateforme, on va lier ce produit ou ce service à un formulaire de demande d'achat. C'est-à-dire lier votre achat à un projet, un budget, une famille d'achat, un centre de coûts. On va récupérer vos référentiels, on va les intégrer dans notre outil ou on va aller les chercher dans vos ERP s'ils sont également en mode SaaS et on va pousser l'utilisateur donc à lier dès l'émission de la demande d'achat son besoin au bon référentiel. Et grâce à ça, on va pouvoir automatiser le circuit de validation. Vous avez donné le bon cost center, le bon centre de coût, excusez-moi, le bon code projet. On va aller pouvoir interroger son N+1, le bon responsable achat ou pourquoi pas la direction financière sur des montants très importants. La demande d'achat est validée. On va générer un bon de commande qui va être envoyé par email au fournisseur avec toutes les informations et on va automatiser la collecte de la récupération des accusés de réception de bons de commande du fournisseur avec la date de livraison. Donc, on va automatiser la relance vers ce fournisseur ou vers votre demandeur pour que lui-même il aille la chercher et qu'il soit bien sûr que le fournisseur a accepté sa commande. Pareil, on va mettre des outils de tracking sur la partie livraison, sur la réception. Et ensuite, on va faciliter le rapprochement de la facture avec la commande. Alors là, on a des outils qui sont larges d'un point de vue fonctionnel. Vous avez souvent des ERP qui prennent certaines bribes de ces fonctionnalités. Et ce qu'on va pouvoir faire grâce à cet environnement cloud, donc SaaS, c'est connecter des outils tels que SourcingForce avec les outils que vous avez en place dans votre entreprise. Donc, par exemple, c'est votre ERP qui va générer le bon de commande. On va gérer la partie amont de l'acte d'achat et ensuite, on va pousser l'ensemble de ces informations dans votre ERP qui va prendre le relais. Et on va pouvoir choisir les fonctionnalités qu'on va mettre en surcouche dans un outil tel que SourcingForce et les fonctionnalités qu'on va garder dans vos ERP. Le gros avantage, c'est qu'une fois qu'on a centralisé toutes ces informations, donc en plus d'automatiser certaines actions, de digitaliser certaines actions comme le circuit de validation, on va pouvoir centraliser tout ça dans un outil qui va être accessible pour chaque personne, donc avec le niveau d'information nécessaire, où qu'elle soit, donc même en télétravail. Donc vous, en tant qu'acheteur, vous saurez que Michel de la compta a eu besoin de nouveaux stylos. Vous avez validé via email la commande et ensuite vous saurez où en sont les étapes de la commande auprès du fournisseur et savoir quand est-ce que ça a été réceptionné. Et ensuite, la comptabilité pourra joindre la facture à la commande et savoir s'il faut qu'il la paye ou non. Et dernière chose, vous avez l'ensemble de vos demandes d'achat, de vos commandes, vos fournisseurs qui sont dans des outils. Donc, c'est une source énorme de données qu'on va pouvoir exploiter pour automatiser la génération de reporting. Chez la plupart de nos clients, ce qu'ils adorent et ce que vous adorez aussi, c'est du fichier Excel. Et là, on voit vite la limite dans un environnement de télétravail, c'est que c'est dur de travailler à plusieurs sur le même fichier Excel, ce n'est pas forcément adapté. Quand on a plusieurs sources d'informations, ces fichiers ne sont vraiment pas adaptés, c'est encore une fois compliqué. On n'a pas d'enregistrement donc de pistes d'audit, on a du mal à avoir une traçabilité officielle et sûre de qui a fait quoi sur ce fichier Excel. On a du mal à limiter les actions et la propriété sur ces fichiers Excel, donc de savoir qui peut faire quoi. Et quand on arrive un peu à le faire, au final, on a toujours un petit malin qui va réussir à contourner cette obligation. Pareil, on n'a pas de workflow, donc c'est soit vous donnez l'autorisation ou non à une personne de modifier une donnée, mais vous ne pouvez pas être au courant et de valider ou non la modification de ces données. Donc, on a un processus au final qui est très peu sécurisé et très peu collaboratif. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir des outils d'analyse de dépenses
mais j'ai pris celui-ci comme exemple, mais de traitement de plein d'autres données qui vont vous permettre d'automatiser la collecte et le traitement de ces données. Donc déjà, plus de perte de temps dans le retraitement. Vous allez pouvoir, par chaque personne, avoir la bonne information, pouvoir travailler sur cette donnée selon si vous êtes autorisé ou non, et de consolider très rapidement un ensemble de dépenses qui sont issues de plusieurs outils. Donc, si vous avez fait de l'acquisition externe ou des différents ERP sur différents sites, très rapidement, on va connecter un seul outil à vos différents outils externes pour aller rapatrier l'ensemble de ces données, pour la traiter en automatique. Bien sûr, ça demande en amont de mettre en place un peu plus d'investissement, de passer en mode projet et d'avoir des équipes dédiées qui vont mettre en place donc cette partie-là d'outils d'analyse de dépenses. Donc, j'ai terminé ce webinaire sur la partie télétravail. Donc, j'espère que je vous ai donné des informations nouvelles et intéressantes pour vous. Si vous avez maintenant des questions, surtout n'hésitez pas. Je vais les reprendre et je vais essayer d'y répondre. Et si vous avez également des remarques dues à votre situation, à l'organisation de vos entreprises, de la même manière, n'hésitez pas à en faire part. Alors, je vois des personnes qui ont partagé des outils. Donc, en effet, je n'ai pas cité Hangout, donc, qui est l'outil de Google qui permet très facilement, surtout que maintenant, la plupart d'entre nous, on a des environnements Google. Donc, la plupart d'entre vous y ont accès et ça permet assez rapidement de mettre en place des web réunions. Smash, donc je lis pour le partage de fichiers de grande taille. Transfert Pro. Donc Smash, en plus, c'est une société lyonnaise, donc parfait. Si on peut aider, donc nous-mêmes, on est lyonnais, donc si on peut aider certains autres éditeurs à promouvoir leurs solutions, c'est avec plaisir. Alors, qu'en dites-vous? L'application vidéo Zoom présente une faille de sécurité. Mot de passe. Alors, j'ai eu une information telle que celle-ci. Enfin, j'en ai entendu parler. Malheureusement, je n'ai pas pu vérifier moi-même le niveau de cette information. Donc, encore une fois, je parlais de l'organisation en télétravail. C'est là où il est très important de mettre une vraie communication entre vos services SI et vos effectifs pour savoir quels sont les outils ou non qui peuvent être téléchargés. Le premier risque que vous avez, c'est un risque aujourd'hui de cybersécurité. Ce qui va se passer, c'est que demain, vos équipes vont sortir du télétravail, vont avoir potentiellement téléchargé un ensemble d'outils et vont ramener ces risques d'intrusion à l'ensemble de l'entreprise. Donc, la collaboration SI-achat est bien sûr très importante dans cette situation. J'espère que tout était clair, que c'était intéressant. Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à venir donc, sur notre site internet sourcingforce.com ou bymadeeasy.com. Si vous avez des besoins de sourcing, d'outils ou autres, pareil, contactez-nous, appelez-nous. C'est avec un grand plaisir qu'on pourra répondre à l'ensemble de vos questions.